Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro du débat du dimanche. Nous allons parler de la COP 21 avec cet accord sans précédent, selon bien d'observateurs. On va également parler de la tournée du président Ibrahim Boubacar Keïta dans la région de Ségou et les 6 mois de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. C'était le 20 juin et dimanche prochain va donc marquer les 6 mois de cet accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Où est-ce que nous en sommes? Quel est l'état de sa mise en œuvre? Entre autres questions que nous allons aborder avec nos invités. Baba Dakono, juriste chercheur, Alexis Kalambri, directeur de publication des Échos, Serge Daniel, journaliste écrivain, et Célia Dalmeida de journaldumali.com qui va nous rejoindre en cours d'émission. Climat, du beau temps en perspective, c'est pas une prévision météorologique, mais plutôt la principale issue de la COP 21. Est-ce que c'est un tournant dans la lutte contre le réchauffement climatique? Oui, répondent certains observateurs. L'accord ayant sanctionné la COP21 se propose à long terme de limiter la hausse de température à 1,5 degré, même si le but premier est de rester sous les 2 degrés Celsius. Ici, nous écoutons la satisfaction de Barack Obama, de Ban Ki-moon et de François Hollande. Aujourd'hui, c'est la plus belle et la plus pacifique des révolutions qui vient d'être accomplie. Aujourd'hui, nous pouvons regarder dans les yeux nos enfants, nos petits-enfants, et nous pouvons enfin leur dire que nous avons joint nos mains pour léguer un monde plus habitable pour eux et pour les générations futures. Le problème n'est pas résolu avec cet accord de Paris. Mais ne vous méprenez pas. Ils mettent en place un cadre durable dont le monde avait besoin pour résoudre la crise climatique. Voilà, Baba Dakono, si on écoute ces 3 personnalités, le premier, François Hollande, est satisfait. Ban Ki-moon, lui, il est très très heureux, il est aux anges, mais Barack Obama est plutôt réservé. Je pense que ça résume en gros ce qui s'est passé à Paris. On retient déjà de ces 3 discours, les 3 mots. Déjà, le premier qui parle de révolution. Même si on est d'accord, c'est quand même l'aboutissement d'un processus. Donc, en fait, oui, en la matière, une révolution. Ensuite, on voit le président, le secrétaire général des Nations Unies qui parle en fait d'un cadre durable suivi par Obama. C'est que c'est vrai, c'est qu'on est quand même parvenu pour une fois à mettre tout le monde d'accord. Ce qui est extraordinaire à l'issue de ce sommet, c'est qu'à un moment, quand il y avait un blocage, c'est la Chine qui aidait à faire passer une proposition des États-Unis. Donc en fait, le fait déjà qu'on soit parvenu à mettre tout le monde d'accord autour de la question, c'est une grande révolution, c'est une grande étape. Et encore une fois, le président Obama l'a rappelé, ce n'est pas tout. Je crois que le plus dur reste à faire. Maintenant, il faut traduire en action tout ce qui a été promis au cours de ce sommet. Alexis Kalambri. Oui, si vous avez vu l'enchaînement, vous avez vu maintenant qu'il y a des tempêtes qui s'enchaînent. Il y a 2 ou 3 ans, il y a, un volcan qui a paralysé les vols sur la moitié de l'Europe. Donc, petit à petit, les gens prennent conscience que au-delà des comportements égoïstes, au-delà des agendas nationaux, il faut vraiment un consensus. Sinon, si vous avez vu les COP jusque-là, il y a d'abord eu les scientifiques avec le GIEC qui est resté un cadre de, un système d'alerte, mais qui n'a jamais pu amener les gens à s'entendre sur quelque chose. Les COP ont évolué, ont été des cadres de débat jusque-là, mais c'est vraiment la première fois qu'on s'entend sur quelque chose de chiffré. Ce n'est pas exhaustif, comme on dit, mais c'est déjà un bon départ de mon point de vue. Serge Naël, un bon départ. J'aimerais bien reprendre les propos de la ministre marocaine de l'Environnement qui disait « Nous avons remporté une bataille, mais pas la guerre ». J'ai dit que par rapport à Copenhague, où c'était un échec, c'est vrai qu'on s'est entendu sur quelque chose. Là, j'étais peut-être plus pessimiste. La dernière fois, je m'exprimais sur cette rencontre-là. Mais il faut voir les choses telles qu'elles sont. Lutter contre le réchauffement climatique, c'est d'abord quoi? C'est d'abord consommer moins de gaz, moins de pétrole également. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je constate, c'est qu'on a défini un cadre, mais que les discussions vont se poursuivre. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a signé cet accord qu'à partir de demain,
vous avez la lutte contre le réchauffement climatique qui commence. Il y aura d'autres réunions techniques, il y aura des engagements qui seront pris, qui seront respectés, j'espère, mais pour le moment, je ne suis dans l'expectative. Je dis oui, c'est un bon début, mais il faut aller, à mon avis, plus loin, parce que nous n'avons pas assez développé des sources d'énergie renouvelables non polluantes comme l'isotopes 237, etc. Il faut voir ce que ça va devenir. Baba Dakono, la grande avancée par rapport notamment à Copenhague, c'est que c'est 195 États qui ont apposé leur signature et que c'est un document contraignant. Un document de 39 pages. Ouais. Bon, oui, c'est un document qui crée des obligations, mais il faut faire attention à la rhétorique en fait contraignante, parce que il n'y a rien aujourd'hui. Les États se sont engagés. Par exemple, j'imagine mal un Donald Trump, si demain il a la tête des États-Unis, qui va s'imposer les engagements pris à Paris. Non, en fait, oui, c'est un document qui a créé un large consensus. L'idée depuis Durban, c'était de mettre en place, c'était justement de trouver un accord universel qui pourrait avoir une base légale. Maintenant, il faut travailler à ce que ce soit repris dans les législations internes, dans des décrets, dans des lois ou à travers des décisions. Sinon, l'accord en tant que tel, il n'y a pas de mesure qui va contraindre un président à appliquer ou pas tel engagement. Ok. Oui, Alexis. L'autre côté, même, c'est dit, il n'y a pas une sorte de police pour dire vous êtes engagé pour ça, vous devez. Mais ce qui est important, c'est que, et qu'il faut d'abord voir avant cet accord, c'est que tous les États, ou du moins la plupart, avaient élaboré à l'avance un programme. C'est-à-dire chaque État avait soumis au COP un agenda disant voici ce que je compte faire pour réduire la production de carbone, pour réduire les effets de serre. Donc, à l'aune de tout ça, on peut dire au moins il y a une prise de conscience. Au moins, graduellement, les gens vont aller de l'autre côté, penser aux énergies renouvelables. Ok. Célia Dalmeida, est-ce que cet accord qui a sanctionné cette COP 21 vous satisfait ou il vous laisse sur votre faim? Bonsoir Ségou, bonsoir à tout le monde. Mitigé parce que comme je viens de l'entendre, c'est un pas positif. Il est clair que quand on regarde Copenhague et quand on regarde ensuite Durban et aujourd'hui on voit Paris, je comprends les larmes des activistes écologistes hier à Paris. Maintenant, comme on vient de l'entendre également, ce ne sera pas le bâton derrière les gouvernants pour les obliger à mettre en œuvre ce qu'ils ont promis. Mais je voudrais, à l'image de la communauté internationale, j'imagine, faire confiance. Parce que je pense que ce qui, en tout cas, ressort de Paris, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience. Et ça, à Durban, à Copenhague, ce n'était pas tout à fait le cas. Les États sont conscients. Les plus gros pollueurs, la Chine, les États-Unis aujourd'hui, ont fait des promesses assez positives. Donc je pense que, en même temps, on peut se dire, oui, bon, les objectifs ne sont pas aussi serré qu'on l'aurait voulu, mais il y a eu avancée. Ok. Alexis, j'ai regardé une partie, une clause de l'accord, c'est l'opérationnalité, la faisabilité, c'est 5 ans après. C'est comme si c'est un fumeur qui vous fait la promesse qu'il va arrêter de fumer dans 5 ans. C'est-à-dire, entre-temps, on peut continuer à polluer comme non, mais c'est quand même des changements d'attitude, c'est de gros investissements. On parle de 100 milliards par an pour changer des attitudes, pour casser le système actuel. Passer, par exemple, du fuel à l'énergie solaire, c'est des recherches, il faut parvenir à minorer les coûts, ainsi de suite. Donc, non, c'est raisonnable. En fait, ça allait être moins crédible si on disait on va commencer l'année prochaine, mais je pense qu'il faut prendre le temps d'y aller, de comprendre et d'investir doucement. Mon point de vue, c'est que les 100 milliards ne suffiront pas du tout
pour respecter, j'espère que dans 5 ans on sera là pour faire le point, que dans 5 ans on n'aurait pas du tout, à mon avis, atteint les objectifs fixés. Mais ce que je voulais dire, c'est que sur le continent africain, c'est-à-dire au sud, nous avons d'autres conférences à faire, d'autres réunions à tenir. Je disais tout à l'heure, en rentrant dans ces studios à l'ami Tangara, je suis content parce qu'il n'y a pas beaucoup de poussière ici. Il faut que au sud, nous puissions également lutter contre la poussière. Quand vous voyez les immondices qui jonchent nos rues, ailleurs, dans d'autres pays du Nord, vous n'avez pas ça. Donc nous sommes plus pollués, ils nous polluent, on se pollue également, et que nos ministères chargés de l'assainissement n'ont probablement pas, si vous voyez les budgets, le premier poste budgétaire n'a jamais été l'assainissement dans nos pays, dans le sud. Il faut que nous prenions également nos responsabilités et que nous fassions ce que nous devons faire à l'intérieur de nos pays respectifs. Oui, je voudrais rebondir par rapport à ce qu'Alessi venait de dire par rapport à la transition technologique. Je pense que cette technologie, elle existe déjà. Maintenant, c'est une question de volonté. Et je pense plutôt que ce qui a prévalu à Paris, ce sont les lobbies. Parce que par rapport à passer de l'énergie fossile à l'énergie renouvelable, ça va faire du manque à gagner, mais colossal pour les pays qui vivent aujourd'hui de l'exploitation pétrolière. Donc, je pense que la poire a été en quelque sorte coupée en deux pour ne pas les braquer, pour qu'ils ne se mettent pas contre cet accord et qu'on ait un consensus le plus large possible. Maintenant, chaque pays, encore une fois, a la responsabilité de mettre en œuvre ce qu'il a promis dans sa contribution nationale. La Chine, aujourd'hui, personne ne va forcer la Chine à aller vers les énergies renouvelables parce qu'ils en connaissent les intérêts. Et ils savent qu'effectivement, plus qu'une transition technologique, ça va peut-être être, comme vous avez dit, une façon de repenser le développement que certains pays ont déjà fait. Et là, je rejoins Alex et Serge pour dire que il faut. je rejoins Serge pour dire que il est important aussi que les Africains, parce que nous, on est là à réclamer de l'argent. Encore faut-il que cet argent ne serve pas à acheter les voitures climatisées pour les projets qui contribuent à l'effet de serre, mais plutôt à mettre en œuvre des stratégies qui nous permettent de réellement réduire nos émissions. Surtout que nous avons des réalités locales qui sont différentes des autres, si vous voulez. Non, en fait, on comprend. Cela le disait tout à l'heure, les ONG, les activistes, en fait, qui avaient beaucoup d'attentes autour de ce sommet. Mais bon, il faut également se dire que c'est pas. Il faut une grande volonté politique, mais il faut de grandes renonciations aussi, parce que ce n'est pas quelque chose de très facile quand on se rend compte que 80% de l'économie aujourd'hui dépend de ces énergies fossiles dont on parle. Quand on voit qu'il est difficile pour un président américain de s'engager parce qu'il a la pression du Sénat derrière, il a ce mode de vie américain à prendre en compte également. Donc en fait, c'était pas facile. Donc on peut considérer d'un point de vue comme une grande avancée. Encore, ce qui est bien, c'est que pour reprendre ce que Serge Célia disait tout à l'heure, ce ne sont pas seulement les dirigeants africains qui sont interpellés. C'est surtout en premier lieu les sociétés civiles. Parce qu'il n'y a pas d'obligation, on l'a dit, ce n'est pas contraignant dans le sens où les gens le pensent, mais il y a quand même des promesses qui ont été prises. Donc c'est à la société civile de faire la pression pour que ces pressions-là soient traduites ces promesses soient traduites en actes qui puissent apporter du concret. D'accord, je voudrais revenir au cas du Mali, en fait, ramener toute cette problématique au Mali en disant que d'abord nous avons deux atouts. D'abord, le porte-parole africain était malien. Donc ça veut dire peut-être que ça nous donne une chance, une opportunité de pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire rapidement. Et deuxièmement, c'est quand même les questions d'énergie renouvelable peuvent nous profiter parce que jusque-là, on prie pour que ça continue, on n'a pas de pétrole et on peut profiter. Il y a, je ne sais pas si on en parlera, mais Ségou va développer un projet d'énergie renouvelable, d'énergie solaire, on dit le plus grand en Afrique de l'Ouest. Donc je pense que on a assez d'atouts ou du moins d'arguments pour aller rapidement vers ces énergies. Mais les faiblesses que je constate à Paris, c'est que c'est vrai, on a comme débattu des questions climatiques en général. Mais il y a des enjeux comme l'eau, comme l'agriculture qui doivent
être également traités, mais qui sont pas... D'accord. Vous avez parlé du Mali. On me fait signe que nous avons en ligne de Paris quelqu'un qui a accompagné la délégation malienne, sinon qui a assisté la délégation malienne, puisque expert en questions environnementales au niveau du PNUD, Madame Keïta Aïdambo. Bonsoir. Si on vous posait la question, le Mali et la COP 21, la réponse peut être quoi, Madame? La COP 21 a été pour nous l'occasion de présenter avec la partie nationale le Fonds national climat du Mali, qui est un mécanisme innovant qui permet de financer des projets à partir des ressources financières qui sont mises à notre disposition par les partenaires comme la Suède, la Norvège. Et donc, toute la gestion administrative se passe au Mali. Donc, il y a un comité de pilotage qui approuve les projets. Mais la spécificité, c'est que la gestion financière est effectuée au niveau d'un service spécialisé du Bureau multipartenariat Trust du PNUD. Et donc, la COP a été l'occasion de présenter l'expérience du Mali qui actuellement a permis de financer 3 projets pour environ 3 millions de dollars. Et donc, au retour de la COP, il y aura bien sûr d'autres projets qui seront financés. Alors, merci beaucoup, Madame. J'espère qu'il y a du beau temps sur Paris. Merci. Ok, merci beaucoup. Voilà. C'est là d'Almeida. Souvent, on pense, en parlant de questions climatiques, que nous sommes loin de ces réalités-là. Nous avons des rivières qui s'assèchent, il n'y a plus de poissons, les pluies se raréfient. Maintenant, on est en plein dedans, nous, pays en Afrique au sud du Sahara. Je pense que nous sommes conscients. C'est juste que nous ne mettons pas les mêmes mots qu'on y met ailleurs. Si vous allez dans les fins fonds, je ne sais pas moi, de Sikasso, les paysans sont très conscients. Ils vous parlent de Wati Elema mieux que les experts du GIEC. Mais seulement, c'est la responsabilité humaine dedans qui n'est pas très bien perçue. Parce qu'on se dit que c'est le fait de la nature, c'est le fait de Dieu. Et je rejoins les grands frères tout à l'heure. Non, c'est pas Serge, c'est Alexis, mais c'était vous deux. Donc, j'ai pas voulu donner de nom parce que vous en avez parlé tous les deux. Le fait qu'il est important, et vous aussi, que la société civile, mais ce n'est pas seulement la société civile, ce sont les individus. Ce sont nos investisseurs, nos hommes d'affaires maliens qui doivent investir dans les énergies renouvelables. Ailleurs, ce n'est pas l'État. J'ai vu qu'il y a Mondjakui qui a demandé qu'un centre Songhai soit construit à Mondjakui. Mais le centre Songhai n'est pas l'initiative de l'État. Le centre Songhai est une initiative privée. Donc, il faut que nous, en tant que citoyens du monde, parce que je suis désolée, quand ça va chauffer, c'est nous encore qui allons en pâtir. Il faut que nous, citoyens du monde et citoyens maliens, qui s'entendent aujourd'hui, Serge en a parlé de la poussière partout, peut-être pas directement lié au changement climatique, on va dire que c'est le climat du Mali, mais aggravé par cela, que nous sachions que nos comportements au quotidien participent et qu'on arrête d'acheter les 4x4. Ça, c'est vous avez parlé de Mandjakui. Mandjakui, c'est dans la 4e région du Mali. C'est un formidable prétexte pour parler de cette tournée du président Ibrahim Boubacar Keïta dans la 4e région du Mali. Un contact direct donc avec les populations de l'ensemble des cercles Baraweli, Ségou, Nyono, Massina, Tominiam, Bla et San. Alexis Kalambé, cette tournée du président, c'est un contact direct. On a vu souvent la joie sur le visage de certaines populations. À Mandjakui, dont parlait Célia, il y avait 45 ans qu'un président de la République du Mali ne s'était pas rendu dans cette localité. Justement, c'est d'abord au niveau de la symbolique. Vous savez, on n'a pas un État assez présent à la base. Donc, le fait seulement que l'exécutif se déplace, qu'il y ait des mobilisations comme ça, qu'on mette les projecteurs sur des localités qui, au temps habituel, ne font pas l'actualité, c'est déjà important. Ça les ramène dans la République et ça leur donne un peu de considération. Je pense que, ne serait-ce qu'à ce niveau, c'est important que le président se déplace. Je pense qu'il a promis de faire le tour du Mali. J'espère que ça va continuer. Baba, une visite dans le pays profond, ça tranche avec les voyages classiques, feutrés au niveau des pays occidentaux. Et on voit la joie, la fierté des populations de recevoir leur président de la République.
Je pense qu'il y avait deux personnes joyeuses. Il y avait les populations qui étaient joyeuses, mais je crois que le président lui-même aussi était joyeux à voir son visage par rapport à cette visite. Oui, c'est important et on espère que la profondeur serait plus profonde parce que, bon, Mali profond, c'est quand même, jusqu'à présent, on était Koulikoro, Ségou, maintenant Ségou. Donc on espère les prochaines étapes. On va commencer par le Grand Nord pour descendre dans la région de Mopti. Oui, il est très important, ce que Alexis disait tout à l'heure, juste la petite anecdote qui est que un jour, quand un chef d'État se rendait, une délégation se rendait dans une des localités du Mali, c'était au cours des années 80, on chantait encore la Première République Modibo Keïta. C'est que ça voulait simplement dire que depuis 60, aucune délégation officielle n'avait été dans ce village malien. Donc ça montre comment l'État, à un certain moment dans ce pays, n'était pas présent auprès des communautés. Il faut juste donner une dynamique plus soutenue à cette présence de l'État au-delà des visites officielles du chef de l'État. Il faudrait multiplier les visites officielles des autres institutions de la République pour que toutes ces communautés se sentent vraiment appartenir à cet État du Mali qu'on veut construire ou reconstruire. Je veux réagir par rapport à ce que Baba dit. Ça me fait penser que notre décentralisation n'est pas réussie. Parce que si c'est 45 ans après, c'est vrai que c'est le chef de l'État, c'est l'autorité suprême, mais que les populations se sentent à ce point abandonnées par l'État, ça veut dire qu'il y a encore du travail sur le plan de la décentralisation, sur le plan du transfert réel de compétences à ceux qui sont censés gérer au quotidien l'administratif dans nos communautés à la base. Pour réagir par rapport à la visite du président, je pense que c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose parce que de toutes les façons, 77% des Maliens l'ont élu, dont ceux-là. Et donc, il est important, quelque part, qu'ils se sentent... Ils sentent cette reconnaissance-là de cette personne à qui ils ont voulu accorder leur confiance. Maintenant, je pense que les défis, les enjeux sont énormes. Il l'a dit lui-même, ça ne lui fait pas plaisir à chaque fois de revenir et de tenir les mêmes propos, les mêmes promesses. Donc j'espère que celles qui ont été faites maintenant au cours de cette tournée-là vont être réalisées et que ce ne sera pas en 2017 à l'approche des élections, mais tout de suite, parce que les populations ont besoin de voir les choses bouger. Moi, je voulais vous saluter un peu sur l'histoire de Modibo. C'est-à-dire qu'ils n'ont connu que Modibo et qu'ils chantent Modibo aujourd'hui. Vous savez, hein, ceux qui vivent là-bas aujourd'hui n'ont pas connu Modibo. Hein, c'est pas juste. Et je te salue également quand tu disais que Alexis, que le président, l'accueil était une grande ferveur. Tous les présidents de la République sont reçus de la même manière. C'est vrai. C'est-à-dire que qu'un président de la République se déplace, il y a toujours une organisation. Donc, Alpha a été reçu comme ça, ATT a été reçu comme ça, Modibo a été reçu partout comme ça, Moussa Traoré Merci a été reçu comme ça. Donc, ce n'est pas une surprise. Oui, ce n'est pas une surprise de voir le président de la République. Voilà. Donc, arrêtons pas trop de cocorico. Mais là, il y a une symbolique. C'est une visite qui a été décalée parce que vous savez, le président de la République devait se rendre dans la région de Ségou. Depuis un moment, il n'a pas pu le faire, donc question de calendrier, etc. C'était une bonne chose d'aller écouter les autres. Maintenant, si vous voulez, je vais vous laisser la parole parce qu'on va rentrer dans les thèmes qu'il a abordés là-bas. Et ça serait intéressant de voir, d'analyser peut-être les propos qu'il a tenus. Oui, les propos qu'il a tenus, les propos sont allés du superlatif, surtout au sermon. On a entendu le mot fabuleux lors de certaines étapes et le mot... il a lessivé carrément certains des membres du gouvernement, notamment à Bla, où il a laissé entendre qu'on lui aurait menti. Est-ce que le fait de dire cela ne pose pas la problématique, la nécessité pour le président de la République d'être au contact du Mali profond pour qu'il puisse constater de visu certaines réalités sur le terrain? C'est que le président ne peut pas être à Bla 365 jours par an. C'est pour ça, encore une fois, que je parle de décentralisation. Parce que si ceux qui sont envoyés là-bas... Il l'a dit par rapport à l'électricité, l'électrification de Bla, par exemple. Oui, je suis d'accord, mais il y a un maire à Bla, il y a des préfets, il y a des autorités à Bla qui sont censées justement faire le travail que l'État doit faire à Bla. Donc, si les choses n'arrivent pas à se faire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe au milieu. Vous voyez, entre... le président et sa volonté et ses désirs
et le peuple. Donc c'est à ce niveau-là, je pense qu'il y a un travail à faire et il y a une vraie réflexion sur la façon dont l'État du Mali fonctionne aujourd'hui. C'est vrai qu'on sort d'une guerre, c'est vrai qu'on a eu des difficultés économiques, tout le monde en a dans le monde entier. Maintenant, notre façon de voir notre État du Mali, notre façon de le construire avec nos réalités, parce qu'il y a de ça aussi. On ne peut pas calquer un modèle d'ailleurs sur le Mali, parce que le Mali a ses réalités. Il faut adapter notre système pour que la chose devienne huilée. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Baba Dakono. Oui, justement, je crois que je vais rebondir sur le bon. C'est vrai que le processus de décentralisation au Mali a connu plusieurs points qu'on peut qualifier d'échec, et je crois qu'on n'a pas attendu la visite du chef de l'État sur ces localités pour s'en rendre compte. Il y a beaucoup de lacunes. Mais il y a une chose entre le processus de décentralisation qui est effectivement que les collectivités puissent assurer ces services dont vous parlez. Depuis 20 ans, on parle déjà des services sociaux de base qui peinent à se mettre en place. Donc, ne parlons même pas de l'électrification de cette zone. Donc, il y a ça, mais il y a aussi la présence de l'État au-delà de cette question de décentralisation. On est toujours dans le cadre d'un État unitaire où il y a certaines compétences quand même qui ne peuvent être décentralisées, et il y a le fait que sentir au-delà du fait que les collectivités s'assument dans la gestion des affaires quotidiennes, la présence et l'assistance de l'État à travers la présence, comme je l'ai dit, au-delà du chef de l'État, d'autres institutions de la République quand même. Au-delà de ça, par rapport à ce que Tangara disait tout à l'heure, que le chef de l'État doit être plus près des communautés, non, pas plus près des communautés, mais plus près des dossiers. C'est hilarant d'apprendre que le chef de l'État n'est pas au courant que Bla n'est pas électrifié. Il ne faut pas se rendre à Bla pour connaître Bla, il faut être plus proche des dossiers. Mais on peut lui transmettre des faux rapports, des faux documents. Ça veut dire qu'il est tout simplement pas proche des dossiers. Il a dit qu'il est au courant de tout. D'accord, ok. Assegui, il avait dit qu'il est au courant de tout, mais je pense qu'il y a deux choses de mon point de vue par rapport à cet aspect-là. Un peu pour remonter au temps de Moussa Traoré, il y a des choses qui se disent. On dit Moussa Traoré avait mis l'accent sur le Sahel vert, les reboisements. Donc il se dit que quand il devait aller dans des localités, des gens plantaient des branches juste pour montrer qu'on est en train de planter. Mais cette fois-ci, c'est pas... À l'époque, il y avait les notions de section pilote. Oui, voilà, avec palme et tout. Ouais. Mais cette fois-ci, je sais, à Kolongo, par exemple, puisqu'on est en train de faire la pisciculture, je sais qu'on a payé du poisson pour mettre dans des étangs, montrer au président que ça marche. Alors qu'il faut lui montrer la réalité, pouvoir lui expliquer pourquoi c'est pas poissonneux et, disons, le mettre face au problème. Et l'autre aspect, rapidement, c'est que quand on se rend compte que ça ne se fait pas normalement, il faut sanctionner. Quand il y a les sanctions, mais plus jamais personne n'oserait tripatouiller. Okay. Moi, je suis resté vraiment sur ma faim. Lorsque le président de la République a dit, je me suis rendu compte qu'on m'a trompé. D'abord, il n'avait pas à partir à Bla avant de se rendre compte qu'on l'avait trompé. Mais ensuite, lorsque vous vous rendez compte qu'on vous a trompé, il faut sur le champ prendre des mesures. Dire voilà, tel est relevé, tel est relevé, ça ne va pas fonctionner, ça va changer. Si vous ne faites pas ça, vous donnez l'impression pas de ne pas prendre au sérieux de votre fonction, votre rôle, mais d'être un gentilhomme. Qui de fait, voilà, et de dire, voilà, bon, c'est vrai, j'ai crié un coup, ils vont comprendre. Non, le rôle du président de la République, c'est de prendre des décisions. Et là, par exemple, le président de la République n'a pas pris les décisions qu'il fallait à partir du moment où il se rend compte qu'il a été induit en erreur. Surtout que la veille, à Ségou, il avait dit, je paraphrase pour faire mal un peu à Alexis, il a dit, je suis l'homme le plus informé de la République. Donc, il sait tout ce qui se passe. Okay. Et donc, là, il devait prendre les mesures qui s'imposaient. Il faut prendre les mesures qui s'imposaient. Tangara en aurait terminé. Parce que ça ne donne pas une bonne image de la fonction de président de la République. Peut-être qu'on n'est pas dans les secrets. La mesure qui s'impose, peut-être que c'est à Bamako, ce sont les jours prochains qui pourraient nous en édifier. On va quand même suivre cela. Voilà. Très rapidement par rapport à ce que Serge disait tout à l'heure, je pense qu'il aurait pris des mesures séance tenante. Je crois qu'il y aurait eu quand même un problème. Deux choses. La première, c'est que ça veut dire qu'il est passionné, il fait du tic-au-tac. Et la deuxième chose, en raison du bicéphalisme au sein de l'exécutif, il ne
peut prendre les décisions avant de rencontrer son Premier ministre qui lui dispose de l'administration et qui prend les mesures qui s'imposent. Mais s'il avait relevé le préfet, c'est-à-dire s'il avait relevé un responsable local sans le dire, la presse l'aurait su. D'accord. Oui, parce que donc, vous n'avez pas besoin de l'annoncer publiquement, mais ce que je dis, et j'en aurais terminé, lorsque vous voyez en tant que président de la République qu'on vous a menti, vous prenez les dispositions qu'il faut. Vous prenez vos responsabilités, et vous voilà. Ouais, peut-être que ces dispositions sont en train d'être prises dans les secrets du palais de Koulouba. On en saura les prochains jours. Toujours pour parler au Mali des 6 mois de l'accord pour la paix et la réconciliation. Les 6 mois, donc, ce seront à partir de dimanche prochain, 20 décembre. Le constat sur le terrain est en tout cas en demi-teinte, avec d'une part une relative accalmie à Kidal et alentour, et d'autre part le retour progressif de AQMI, notamment dans la région de Tombouctou. Baba Dakono, 6 mois après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, votre constat, votre point de vue? 6 mois ou moins, ça dépend de la date qu'on choisit. Moi, je suis le 20 juin. Non, c'était juste... oui, c'est vrai que c'est plus que... on ne peut pas se contenter de faire une analyse binaire de la situation, de ça va ou ça va pas. C'est quand même plus complexe que ça, et on se rend compte que toutes les étapes qu'on a jugées nécessaires de faire économie avant d'aller à la signature de l'accord sont en train de rattraper les principaux acteurs. Au-delà de la présence d'AQMI, ce qui s'est passé il y a quelques jours à Tombouctou, il y a 2 jeunes qui se sont fait sauter avec des grenades. Ce qui se raconte, c'est qu'au-delà du fait de manipuler ces engins par des gens qui ne le maîtrisent pas, c'est que des jeunes sont en train de s'organiser pour avoir des armes, pour avoir des munitions et pour se faire enrôler dans le cadre du processus de désarmement, de démobilisation qui tarde à commencer. Donc en fait, au-delà de la question de l'insécurité grandissante par la présence d'AQMI, au-delà de Tombouctou, jusque si on prend acte du fait que le Front de libération du Massina est encore une prolongation de ce mouvement, et avec Iyad Agali du mouvement Ansaride. Donc au-delà de la présence de groupes armés terroristes qui sont en train de mettre en mal la sécurité dans ces régions, il y a quand même l'émergence de nouveaux acteurs qui mettent en danger, qui se mettent en danger, qui mettent en danger les populations du jour au jour, et qui rappellent que les étapes cruciales du processus ne sont pas encore entamées dans les conditions qu'il fallait, et les étapes dont on a fait économie sont aujourd'hui en train de rattraper les acteurs. Ok, Alexis. Vous savez, il y a un fait. Ce week-end, le Parena a organisé une rencontre à laquelle on a vu la CEMA, la plateforme et tous ces gens. Et ils sont tous venus pour dire c'est trop lent, le mouvement est trop lent, on ne fait rien, on peut aller plus vite. Je pense qu'il y a une vraie attente, on l'a toujours décrit, et la lenteur vient de l'État. Il y a une attente qui fait que ceux qui sont les vrais acteurs ou qui ont été les acteurs à un moment veulent qu'on aille à la paix, sont disposés à le faire, mais celui qui doit donner le tempo ne le fait pas ou ne le fait pas suffisamment. Oui, Célia, la bonne nouvelle quand même, on semble sorti d'une situation de belligérance où l'armée malienne se battait contre des groupes de rebelles. À partir de Kidal et alentour, il semble y avoir une bonne nouvelle, même si, bon, il faut booster, il faut accélérer la chose. C'est que vous avez beaucoup de bonnes nouvelles ce soir, ça me réjouit. Apparemment, vous êtes dans des secrets que nous autres, nous n'avons pas. Il faudra les partager. Mais en tout cas, je pense que il y a une attente, comme vient de le dire Serge. il y a une vraie attente qui est là, une vraie impatience en fait qui est là, et on le sent. Il est vrai que on n'en entend plus beaucoup parler dans les grains, machin. Les gens sont passés entre guillemets à autre chose parce que les réalités du quotidien les ont rattrapés. Mais quand on reparle de Kidal, tout de suite vous voyez les réactions des gens. Vous comprenez que les gens se disent oui, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est le maintenant, qu'est-ce qu'on fait qui est la question à laquelle nous ne parvenons pas à trouver de réponse, parce que la MINUSMA a annoncé la semaine dernière que la DDR va commencer en janvier, d'accord? Sous quelles conditions? Qui va y aller? Comme vient de le dire Baba, les jeunes sont en train d'acheter des armes pour venir dire oui, j'étais belligérant, donc donnez-moi les ressources que vous allez donner à ceux qui étaient belligérants. Donc il y a
un travail déjà de sensibilisation d'information, mais aussi d'action, même si elles sont distillées au compte-gouttes. Pour l'instant, on n'en voit aucune. Et ça fait peur un peu. D'accord. L'avantage, c'est que c'est la première fois depuis depuis l'élection du président dans le Nord, c'est la première fois que pendant 6 mois, on n'a pas de véritable accrochage. Hein, on peut dire ça comme ça, Alexis. Voilà, on peut s'entendre. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Je pense que l'accrochage entre les groupes, l'armée, ça a vraiment diminué. Je trouve que c'est quand même important, il faut le souligner. Mais vous avez une situation assez contrastée dans le Nord. Si vous prenez le Nord-Ouest, c'est ce qui m'inquiète le plus. Vous avez des localités de Bouzbéa, par exemple. Récemment, il y avait des communautés qui étaient en réunion communautaire, et les islamistes ont débarqué avec des armes. Allez, ils ont imposé leur loi, ils ont distribué des clés, des tracts, des clés USB, en les menaçant, etc. Vous avez vers Goundam, vous avez les islamistes qui sont revenus. Ça fait quand même peur. Vous avez des exécutions encore dans cette région. Donc il y a une présence d'AQMI qui fait craindre le pays. Pardon ? Nyono aussi. Nyono. Vous avez Nyono aujourd'hui, par exemple, ce dimanche, il y a eu une attaque. Une position de l'armée a été attaquée. Ça fait quand même peur. Mais de l'autre côté, maintenant, de Gao, Kidal, ce qu'on constate quand même, c'est que les digues ont sauté entre les différents groupes, c'est-à-dire les groupes armés pro-gouvernementaux et ceux qu'on appelait les rebelles, marchent quasiment main dans la main, en disant à l'État aujourd'hui, voilà, nous sommes pour la paix, vous, en tant que gouvernement malien, c'est vous qui ralentissez la marche, parce que les réfugiés ne sont pas revenus comme prévu, parce que vous deviez, à l'époque, selon l'accord, apporter une aide d'urgence aux populations locales, ce n'est pas fait. Donc, et on se rend compte que peut-être que le gouvernement n'a pas bien joué en travaillant avec ces groupes armés qui se disaient loyalistes. Aujourd'hui, à Ladigamou, il est parti quand même dans une localité qui s'appelle Inkhalil. Inkhalil, c'était ses ennemis. Ils se sont réconciliés. Tout le monde se réconcilie sur le dos de l'État et donne l'impression que c'est l'État qui ralentit la marche des négociations, la marche vers la paix. C'est l'impression que moi j'ai quand je discute avec les groupes armés, je dirais pro-gouvernementaux et des groupes armés rebelles. Si vous prenez quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Maître Aruna Touré, et vous avez entendu son discours, tu en parlais tout à l'heure Alexis, ce week-end, c'est visiblement le gouvernement qui est en train de ralentir la marche. Ok, justement, lors de la visite du président Ibeka à Ségou, la question de Kidal s'est invitée dans les débats, notamment au cours de la conférence de presse qu'il a animée. Des journalistes lui ont posé la question, est-ce qu'il faudrait s'attendre un jour à voir le président à Kidal? La réponse du président Ibeka. On a voulu vraiment persuader ce pays-là, mais alhamdoulilah, je crois que la raison a fini par s'imposer. Nous avons eu le bonheur de cet accord pour la paix et la réconciliation au Mali, qui n'est pas parfait, encore une fois. Je sais qu'il y en a qui s'égosillent pour dire qu'il y a ceci, il y a cela. Bon. Non, on n'a rien lâché, on n'a rien vendu. Et ce qui doit être fait est en train d'être fait au rythme où cela doit être fait. On me dit, mais Ibeka parle, il ne va pas qu'il aille. Moi, j'aime mon pays. Je souhaite que mon pays soit dans une situation de paix durable, réelle. L'accord a prévu des étapes. Ces étapes seront rigoureusement respectées. Et aucune fanfaronnade politicienne ne me fera prendre mon avion pour débarquer à Kidal et créer un incident. Et c'est tellement plus facile que toute l'armée malienne va me protéger. Quelle gloire! Quelle gloire! Et amener ainsi éventuellement des enfants maliens à une tuerie entre Maliens, au lieu que je peux attendre tranquillement les effets de l'accord qu'on a signé nous-mêmes et qu'on attend. Voilà, aucune fanfaronnade politicienne ne me fera prendre mon avion pour débarquer à Kidal et créer un incident. Est-ce que la visite du 21 mai, je sais que vous tous et on pense tous à la visite du 21 mai. Le président de la République a parfaitement raison de tenir ce discours sur Kidal. Quand il parle de fanfaronnade politique, je pense qu'il faut appeler Moussa Mara. Ça, c'est évident. C'est que ça, c'est une déclaration. Et si vous connaissez bien Ibeka, il distille des mots, il sait ce qu'il dit, il prend le ton qu'il faut. C'est la première fois que, officiellement, le président de la République désavoue la visite, désavoue son Premier ministre de l'époque qui, disons-le clairement, est allé d'une manière hasardeuse à Kidal.
Et ça, c'est très important ce qu'il dit. Maintenant, est-ce que Kidal va revenir? J'en aurais terminé, puisqu'à la fin de l'émission, je reste les bras croisés. Je pense que les choses évoluent là-bas également. Les choses évoluent. Nous avons des partenaires qui nous accompagnent au Mali, la MUNISMA. Vous savez que l'actuel patron de la MUNISMA, M. Mongi, va bientôt partir. Il est pressenti pour être Premier ministre chez lui en Tunisie. C'est un ancien ministre tchadien des Affaires étrangères qui va le remplacer, d'après mes informations, qui devrait le remplacer. Les choses évoluent, donc vous allez voir, les rapports de force vont changer, les choses vont évoluer. Mais le président de la République vient, depuis qu'il est au pouvoir, ça va faire 3 ans en juin prochain, c'est la première fois qu'il sort une expression claire pour dire « Monsieur Moussa Mara, vous avez fait une connerie d'aller à Kidal. » Il allait plus loin ce week-end dans une interview qu'il accorde à un journal en France en disant... Vous êtes au courant, le journal n'est pas sorti, vous êtes au courant. Non, le journal est sorti. Le journal, il dit, je ne vais pas à Kidal, mais Kidal vient à moi parce que je reçois l'AMNO local et tous ces gens. Donc, c'est bon... Pour moi, c'est mesuré, c'est structuré. Tout à fait. Baba Dakono. Oui, sauf que Kidal, c'est pas la local. Juste pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à désavouer le Premier ministre, je crois qu'il désavoue le Premier ministre, il se désavoue aussi. Parce que s'il avait tenu le discours qu'il a tenu aujourd'hui au Premier ministre en mai, je ne crois pas qu'au-delà de la MUNISMA qu'il a déconseillé, la France qu'il a déconseillé, le Premier ministre serait quand même allé. Donc, c'est ce discours qu'on aurait dû entendre le 18 ou le 17 mai 2015, quand le Premier ministre l'a informé qu'il comptait se rendre à Kidal. Au-delà de ça, moi, je ne suis pas aussi optimiste que Serge sur l'évolution de la situation à Kidal. Oui, les acteurs sont disponibles pour aller de l'avant, mais il y a quand même une certaine dualité dans les principes. Moi, je fais le rapport, par exemple, entre les travaux de rénovation, parce que les populations ont besoin de certaines choses où il est urgent de réhabiliter l'aéroport. On a commencé la réhabilitation de l'aéroport, mais on s'est dit, attention, ce sont l'État, la communauté internationale qui est en train de revenir, mais l'accord là, on nous dit rien. Donc, on a fait sauter les infrastructures qui étaient en train d'être mis en œuvre. Donc en fait, il y a au-delà de la disponibilité des acteurs à aller de l'avant, mais il y a quand même une certaine dualité. On comprend qu'au-delà des acteurs armés indépendantistes, il y a aussi des acteurs armés d'autres natures qui sont derrière, et c'est toute la complexité de la question. D'accord, c'est là, on va rester toujours autour de la déclaration, les mots-clés. On va laisser fanfaronnade politicienne. On laisse fanfaronnade politicienne pour prendre une autre expression. Toutes les composantes de l'armée de mon pays, c'est aussi important, toutes les composantes de l'armée de mon pays, ça veut dire les composantes, aussi bien celles de Kidal que de l'armée loyaliste. Le président va être protégé par toutes les composantes de l'armée, c'est important aussi. Bon, puisqu'on a assez... Non, mais je vais vous retourner votre question, Sekou. Quelle armée de Kidal? Bon, c'est moi qui pose la question. oui, mais parce que les mots sont très importants. Okay. Les mots sont très importants, et je pense que nous, journalistes, nous avons aussi ce devoir-là de ne pas semer la confusion dans l'esprit des gens. Ouais. Alors, l'armée de Kidal, si c'est l'armée loyaliste du Mali, je comprends très bien, on se comprend très très bien. Je fais exprès d'insister là-dessus parce que je me dis, l'armée du Mali aujourd'hui, moi je le voyais plutôt sous l'angle l'ex-conflit, on va le dire ainsi, béret rouge, béret vert. Moi, c'est sous cet angle-là que j'avais fait la lecture, en me disant que le président est en train de nous dire « Ah, l'armée du Mali est une aujourd'hui, et que ce que nous avons vécu il y a 3 ans ne va plus se reproduire, c'est ce que nous espérons tous. » Maintenant, puisque justement le processus DDR va commencer, et que l'armée malienne va s'enrichir de ceux qui vont accepter de la rejoindre, si nous sommes optimistes. Et donc, effectivement, là, on peut dire que le président tend la main à ceux qui, militaires maliens, avaient tourné le dos à la mère patrie et s'étaient enrôlés dans des groupes armés. Il faut rappeler aussi que l'accord dit bien que ce sont ceux qui n'ont pas commis de crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui seront, parce qu'il y a des gens que l'on connaît, et il faut que nous évitions ce piège-là de ramener dans notre sein, sans jugement, sans justice, sans rien, des gens qui ont causé des crimes graves et que les populations connaissent. Imaginez quelqu'un qui a violé, tué, et à qui l'État du Mali remet un uniforme. Ça, c'est une mine, c'est une bombe, même pas à retardement, qui va nous exploser dans les mains à très court terme. D'accord, on est en fin d'émission, mais je vais quand même répondre à votre question. Sur le document de l'accord, l'expression c'est forces armées reconstituées. Forces armées reconstituées. Ainsi donc prend fin ce numéro.
numéro du débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Baba Dakono, juriste et chercheur, Alexis Kalambri, directeur de publication des Échos, Célia Dalmeida du journal du Mali.com et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour un autre débat.